Quel rôle joue l'emploi dans l'entrée et la sortie de la délinquance ? C'est à cette question, et bien d'autres, que nous allons répondre aujourd'hui avec Valérian Benazet, enseignant-chercheur à l'Université de Paris-Saclay et chercheur associé au CESDIP. Bonjour Valérian Benazet. Bonjour. Je propose de commencer l'épisode par une définition de la désistance. Cette définition, c'est la vôtre. Je vous cite donc. Alors, début de la citation, la désistance, c'est l'ensemble des études qui s'intéressent au processus de changement qui permettent de changer de trajectoire, de mode de vie. Cela peut être de désister d'une carrière de militance ou encore de sortir d'une carrière de délinquance. En l'occurrence, on parle alors de désistance du crime. Fin de la citation. Vos travaux portent sur la désistance du crime et vous expliquez que sortir de la délinquance implique de déconstruire et de dépasser des représentations dominantes qui font la part belle aux avantages de la délinquance. Et c'est là que j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus. Quelles sont donc ces représentations dominantes et comment faire pour les dépasser ? C'est un vaste sujet encore une fois, et sur la définition même, il faut savoir qu'elle n'est pas totalement fixée, elle est encore assez récente et en discussion auprès des personnes, des chercheurs, des professionnels, des gens qui se penchent sur la notion. Et je voudrais déjà la compléter, la synthétiser encore. Désister, c'est changer de mode de vie, de faire et de se représenter. Donc on a là bien les trois niveaux, hein. C'est une manière assez synthétique de l'aborder parce qu'elle nécessiterait d'être en quelque sorte dépliée pour être plus précise. Mais déjà elle permet de situer un peu la chose. C'est un processus de changement. Pourquoi c'est lié au travail ? Parce que le travail c'est une fabrique assez magnifique où on se construit soi, les autres, la société. Énormément de choses. Tous les sociologues l'ont un petit peu perçu. Et il y a énormément de travaux qui vont voir dans la division du travail, donc comment on l'organise, eh bien des rouages assez sous-jacents et intéressants pour comprendre nos sociétés. Un ouvrage de Durkheim, par exemple, la division du travail, tout simplement. Voilà, comment est-ce qu'on organise la société ? Faut aller voir comment se passe une grande partie de ce qui occupe nos journées, le travail. Donc, parmi les représentations qui peuvent favoriser pendant un temps l'entrée, mais encore une fois, moi, j'ai pas fait une thèse sur l'entrée dans la délinquance. Ça a été souvent abordé sous cet angle-là, hein, dans les pratiques historiques de la criminologie. On regardait pourquoi les gens entrent dans la délinquance, pourquoi ils y restent. Et plus récemment, on se pose enfin la question de savoir quels sont les mécanismes propres, particuliers, au fait de chercher à se désengager de cette carrière, hein. Et vous voyez aussi que la sociologie est allée emprunter des termes typiquement réservés à comprendre le travail. On vous dit, qu'est-ce que tu aimerais faire comme carrière ? Quels ont été tes choix stratégiques de carrière ? Il a fait une belle carrière. On entre dans la carrière, même pour les fonctionnaires. On dit ça souvent, on entre dans la carrière. Donc c'est un mot structurant, très important. On doit notamment à Hughes, qui a fait un ouvrage resté célèbre, hein, Men and Their Work, hein, donc les hommes et leur travail, encore une fois, pour comprendre un petit peu le type de société dans laquelle on s'insère et ce que ça produit. Il faut aller voir comment on organise le travail. Donc on a piqué en quelque sorte cette boîte à outils pour aller comprendre, la délinquance en fait ça répond à un univers de règles, de normes bien spécifiques qui sont incorporées, qui se transmettent, qui s'apprennent, qui changent, qui bougent et qui permettent pendant un temps de dériver des ressources, de revaloriser son identité, d'être quelqu'un sur un territoire, d'avoir des revenus mais des contacts sociaux, des formes de solidarité aussi, une forme de reconnaissance. Tout ça, c'est un package qui peut être lié au travail, et pas seulement au travail légal, officiel, déclaré, avec des fiches de paye, une assurance chômage quand on arrive à la retraite, etc., mais aussi lié à un travail illégal, un travail non déclaré, un travail officieux qui va avoir ses propres caractéristiques, ses propres moyens de vous attirer à lui, en quelque sorte. Et souvent, lorsqu'on qu'on cumule plusieurs spécificités, plusieurs handicaps sociaux, hein, je dirais directement, eh bien, il peut y avoir un appel plus fort pour le travail dans la délinquance. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais là, pour l'instant, déjà, je recadrerai un petit peu l'essentiel. Oui. Alors, vous avez précisé que vous avez consacré l'essentiel de vos travaux sur la sortie de la délinquance, mais avant d'aborder cette sortie de la délinquance, j'aimerais évoquer son entrée. Parce que dans votre thèse intitulée Comment s'épuiser le crime, vous montrez que l'emploi de mauvaise qualité, l'emploi précaire donc, joue un rôle important dans l'entrée de la délinquance. Ceux qui ont des emplois qui sont mal payés sont d'ailleurs perçus par les délinquants comme des lâches qui se résignent à travailler dur pour gagner peu. Et là, c'est une citation de votre thèse. Quel rôle joue exactement
l'emploi dans le souhait d'entrer ou non dans la délinquance? Alors déjà, un travail de mauvaise qualité. Après, vous avez précisé par précaire. Ouais, faudrait définir. Et rien que ça demanderait un bon quart d'heure, demi-heure d'échange pour aller voir ça. Et je suis pas spécialisé sur les différences qui peuvent s'appliquer sur le marché du travail ou pas. Et plus directement, même, je dirais que c'est même pas seulement le travail en soi. C'est plutôt la difficulté d'accès à un statut lié au travail Mmh. pour les gens que j'étudie, principalement des gens de banlieues défavorisées, pas que, hein, il y a de la délinquance à différents endroits, mais clairement, ça je le précise au début de ma thèse et je pense que ce sera utile pour comprendre les liens entre travail et délinquance dans ce cadre-là. Il s'agit d'une forme de délinquance dite de rue. Street crimes, hein, la délinquance qui revient à trafiquer des stupéfiants, à avoir commis des agressions, à avoir fait des braquages, des vols, des escroqueries, d'accord. Tout ce qui est d'autres formes de délinquance, hein, aujourd'hui une nouvelle, plus récente, on parle d'écocide, des délinquances environnementales. Ça va pas être tellement pris en compte. Une autre, les délinquances et même les crimes liés aux agressions sexuelles et sexistes. Bon, c'est pareil, c'était pas le cœur du sujet, même si les deux parfois peuvent se recouper. Autre chose, si la délinquance en col blanc, des détournements financiers, abus de biens sociaux, prise illégale d'intérêt, délit d'initié, etc. Tout ça, on va pas aller traiter ça. Déjà, la criminologie est très pauvre et très faible en proportion sur ce genre de contentieux. Et sur les sorties de délinquance, c'est encore un plus grand désert. Il y a des petites choses qui émergent, mais c'est très rarissime. Donc forcément, là, quand on parle d'un travail et les gens qui essayent d'y candidater, eh bien, on est très situé dans la carte sociale, en quelque sorte, si vous voyez ce que je Mmh. veux dire, par rapport au fait que je suis allé étudier principalement des gens qui entraient ou qui sortaient de la délinquance. Mais la délinquance dite street crimes, Oui, délinquance de rue. je comprends, mais je remercie d'avoir replacé le sujet sur de quelle délinquance on parle. Donc, je retiens qu'il n'y a pas que la qualité de l'emploi, mais aussi la On difficulté de accès, l'accès, c'est ça. voilà, la difficulté de l'accessibilité, ouais. Et Parce que, oui, oh, pardon. pardon, allez-y. Et paradoxalement, l'emploi joue également un rôle primordial dans la sortie de la délinquance que vous venez d'évoquer, car il fournit un cadre, un salaire légal, il permet de fréquenter de nouveaux cercles sociaux, de gagner aussi en estime de soi. Comment déconstruire à la fois la perception négative de l'emploi à des personnes souhaitant quitter la délinquance et la perception négative d'eux-mêmes dans leur capacité à trouver et garder un emploi? Donc tout à fait. Déjà pour l'entrée, effectivement, ça peut être difficile parce que la plupart ont d'énormes difficultés, ne serait-ce que pour rentrer, pour mettre un pied sur le marché plus stable de l'emploi. Alors des jobs d'intérim, hein, on va dire les portions les plus éloignées du cœur de l'emploi le plus stable, étant le CDI, hein, le Graal principal, même s'il y a même au-dessus un poste de fonctionnaire sur un super CDI en quelque sorte indirectement. D'un point de vue sociologique, quand vous analysez ça, vous avez encore moins de chances d'être envoyé vers le chômage ou l'absence de travail légal en tout cas. Eh bien, ce qui va attirer depuis la délinquance, c'est que là directement on vous prend. Peu importe, comme McDonald's, certains me disaient un petit peu, c'est-à-dire que peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait, un passé pénal aussi, puisque ça, directement, on parle de gens qui frayent avec la délinquance, en carrière, c'est-à-dire pas juste un moment donné pendant quelques semaines, hein, ou pour des petits revenus. Quand je parle de carrière dans la délinquance, c'est des gens qui y sont pour plusieurs années et qui envisagent de retirer leur besoin, enfin leur salaire principal pendant plusieurs années dans la délinquance. Là, tout de suite, il va y avoir des coûts judiciaires qui vont tomber dessus. Donc, avoir un passé pénal aussi pour rentrer sur le marché du travail, le Kidam sait que ça va être encore plus difficile pour les personnes qui, en plus, en général, cumulant des difficultés sociales, économiques et scolaires, vont avoir plus de mal à avoir obtenu des diplômes qui sont Mmh. devenus aujourd'hui la porte d'entrée pour le marché du travail. Mais quand bien même, moi j'avais des collègues quand j'étais, enfin des camarades quand j'étais encore en master 2, ouais, avec un diplôme master 2 en sciences politiques, si au bout de 8 mois, un an, on a un emploi, c'est bien. Donc ça reste une difficulté majeure. Ensuite, quand on arrive pour la sortie, qu'est-ce qui fait que le travail peut être un véhicule, un moyen pour sortir de la délinquance? C'est, j'ai ouvert, je suis allé relire un petit peu ma partie sur le travail pour me la remettre un peu à jour de la thèse. J'ouvre sur la citation de John Ruskin qui dit que ce qu'il y a de formidable dans le travail, c'est pas ce qu'on y gagne, mais tout ce que ça transforme en nous en substance. Et c'est pour ça que c'est très intéressant le travail en lien avec les sorties de délinquance, c'est que c'est un opérateur de changement. C'est quelque chose qui va faciliter la réforme. Et attention, encore une fois, on peut pas penser ça de manière simple et raccourcie. Il faut mettre des guillemets à ce que j'ai dit. Ça dépend quel travail.
C'est la qualité du travail. Est-ce qu'on s'y trouve épanoui? Est-ce que c'est quelque chose dans laquelle on envisage créer une carrière? Est-ce qu'on y tisse des relations qui sont positives? Est-ce qu'on en dérive un revenu qui paraît suffisant par rapport au moins à ses besoins primaires, voire à d'autres aspirations? Et c'est là où la délinquance aussi, pour son entrée, pour faire entrer, pour appeler des gens, elle exerce une force d'attraction forte. Parce que par rapport à, je dirais un peu le package du self-made man, de l'homme qui arrive à réussir par ses propres moyens, qui même venant d'un milieu difficile, etc., arrive à surmonter tous ces obstacles. La délinquance propose, encore une fois, un package commercial, une vitrine, hein, parce qu'il y a bien sûr plein d'illusions incorporées là-dedans, qui vous dit que vous pouvez changer votre vie si vous maniez, au moins pendant un temps, les ressources disponibles dans la délinquance. Vous pouvez devenir quelqu'un, vous inquiétez pas comme ça sur votre territoire. Vous pouvez dériver des revenus forts et rapides, ça aussi, et de plusieurs personnes que j'ai interrogées, ça a été quand même une chose avérée, assez forte, comme en tout cas incitation à essayer la délinquance. Et puis vous pouvez aussi nouer des contacts, nouer des contacts dans plein de milieux différents. Pour faire simple, même j'en ai moi dans ma thèse qui sortaient de leur quartier grâce au trafic de stupéfiants et qui me disaient comment ça a fait ce que j'ai appelé moi un passeport social. Ça leur a permis d'aller découvrir les coins les plus réputés, prestigieux, riches de Paris. Un enquêté me disait comme ça, avant j'allais jamais à l'hôtel nom d'hôtel célèbre, etc. J'aurais même pas osé pousser la porte de ce lieu-là. Maintenant, je marche sur une moquette qui est plus épaisse que ma doudoune, je me fais payer des centaines d'euros pour la moindre livraison, on me fait entrer gratuit dans les boîtes où circule le produit que je vends. Voilà, ça m'a permis d'accéder à un autre monde, de changer un petit peu ma destinée. Même si, sur le temps long, il y a plein de choses qui viennent freiner cette perspective et la restreindre. De fait, les coûts judiciaires peuvent s'accumuler. De fait, par exemple, il est peu possible et de plus en plus difficile de transformer des revenus rapides et importants. Hein. Ceci semble vraiment avéré. Hein. J'insiste encore là-dessus. Hein, quand vous pratiquez le trafic de stupéfiants, hein, c'est ce que j'ai le plus enquêté. Cannabis d'abord, mais rapidement cocaïne pour beaucoup qui deviennent plus sérieux dans le trafic de stupéfiants. Alors, je peux pas attester les montants qui m'ont été communiqués, hein, mais en gros, dans les représentations qui circulent, je dis bien que ça n'a rien de scientifique, hein, je précise, hein, mais se faire 30 000 euros par mois avec de la cocaïne, c'est pas du tout compliqué. Voilà, en gros. Pour ancrer un petit peu des idées de revenus qui circulent, hein, en tout cas. Alors, est-ce que c'est vrai? J'ai jamais vu des bulletins de salaire, vous vous doutez bien. Voilà, ce serait à soumettre à discussion et à comparer avec les moyens du bord pour arriver à établir avec plus de fiabilité ce niveau de revenu. Mais en tout cas, ça rentre, ça c'est sûr. Ensuite, le problème, c'est que se transformer en patrimoine, en bien licite, en quelque chose qu'on peut utiliser pour valoriser sa famille, l'héberger, avoir un véhicule, faire des vacances, etc. C'est un peu plus compliqué. Dès qu'on veut passer à la dimension du patrimoine, là, il y a beaucoup plus d'obstacles qui vont se présenter et qui freinent d'ailleurs l'illusion un petit peu de la délinquance, de réussir sa vie à travers la délinquance. C'est souvent à cette étape-là, quand les gens ne veulent plus avoir juste un mode de vie hédoniste, hein, au sens je veux pouvoir dépenser, je veux pouvoir être mobile. Ça, c'est par exemple deux choses pour lesquelles la délinquance elle a une forte capacité d'attraction. Et beaucoup de jeunes qui se voient très handicapés pour entrer le marché du travail se disent bon bah au moins pendant un temps, je fraye là-dedans et je vis une vie flamboyante, au-dessus de mes moyens, de quelqu'un qui a réussi par ses propres moyens. Voilà là où ça fait un peu appel d'air. Mais voilà aussi là où ça trébuche, là où ça fonctionne pas, c'est que dès qu'on veut essayer de convertir ça en patrimoine et pouvoir en profiter d'une manière plus conventionnelle avec ses proches, avoir des biens, commencer à être stable, etc. Là, beaucoup plus de nombreux problèmes s'accumulent. Et pour revenir à la question initiale, sur le fait de sortir de la délinquance par l'emploi, trouver un emploi, ça ne signifie pas pour autant un arrêt net de la délinquance. Et vous d'ailleurs, vous donnez un exemple dans votre thèse d'une personne qui a trouvé un emploi, mais qui continue ici ou là d'être encore dans la délinquance pour avoir un complément de revenus. Ouais, tout à fait. C'est très très classique ça dans les études sur la désistance du crime hein, ou des faits de délinquance. C'est que ce qui est répandu dans la doxa, l'opinion communément admise, c'est que soit on est dans la délinquance, soit on ne l'est pas.
C'est beaucoup plus gris que ça. Et une carrière pour s'éteindre, pour changer, je vais faire un parallèle avec le milieu de l'emploi que vous discutez souvent sur votre podcast. Comment vous faites pour changer du milieu du numérique au bâtiment, ou du bâtiment, je sais pas moi, à la finance? Bah, il va falloir un certain temps, il va falloir se reconvertir, il va falloir trouver de nouveaux liens, il va falloir se former. Vous voyez? Ben, c'est un peu la même chose. Quand on sort de la délinquance, on n'en sort pas comme ça. Il existe quelques trajectoires un peu spécifiques où le changement se fait en déclic, comme on dit. Mais ce déclic, le plus souvent, il est à déconstruire et il faut voir que ça va être un zigzag plutôt qui se désintensifie que un 0 et 1. Et cette sortie de la délinquance et le fait de trouver un emploi, est-ce que la difficulté est la même selon son sexe ou selon son âge? Ah non, pas du tout. Après, j'en sais pas suffisamment sur ces différences-là. Là, je peux un petit peu répondre puisque j'ai dans mon panel d'enquêter 33 personnes avec des âges qui allaient le plus jeune 21 et le plus âgé 62, je crois. Donc voilà, et j'en ai beaucoup qui sont surtout. Alors c'est la boutade connue des études sur la désistance. Hein. La meilleure politique de prévention, c'est un 30e anniversaire, c'est-à-dire que le vieillissement garantit, assure de retrouver un éloignement de la délinquance dans l'essentiel des cas. Pourquoi? Parce qu'on s'ancre, à passer la 30e année, il y a le besoin social de s'ancrer dans des rôles sociaux plus matures. Devenir parent, commencer à avoir une adresse stable et s'essayer au moins un emploi, etc., pour limiter beaucoup de décalage, pour limiter beaucoup de coûts sociaux qui s'abattent sur vous si vous ne faites rien. Pour le sexe, malheureusement, je peux bien moins répondre à cette question-là pour vous dire. J'ai essayé de trouver plusieurs femmes répondantes. Et j'en ai eu qu'une seule sur 33 qui a bien voulu, et encore, elle répondait à des caractéristiques sociodémographiques assez atypiques parce elle était d'ailleurs elle-même intervenante sociale en fait. Donc elle était sensibilisée à cette thématique-là et elle a voulu contribuer en partageant un peu son propre parcours. J'avais eu des contacts avec deux ou trois autres femmes qui étaient passées par la délinquance et qui auraient pu, mais elles ont finalement décliné mon invitation à prendre la parole, enfin à échanger avec moi. Et il faut savoir aussi que statistiquement, c'est très minoritaire. Vous avez que, alors il faudrait que je mette à jour mes derniers chiffres, mais 3,6% de la population carcérale qui est féminine. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a il y a beaucoup moins de chances quand on commet des actes de délinquance d'être judiciarisé, condamné et puis traité par le système pénal. Il y a aussi peut-être moins de personnes qui commettent des actes de délinquance qui sont de genre féminin, tout à fait, mais on sait aussi que le triage du système pénal fait en sorte que la plupart des femmes sont moins ciblées, moins visées, moins pénalisées directement par le système pénal. Pour différentes raisons, hein. C'est pas forcément pour dire on est gentil avec les femmes, hein. C'est pas ça. Mais il y a plein de préjugés de genre, plein de mécaniques qui jouent pour faire, par exemple, un milieu que je connais bien pour en créer ça, sur le trafic de stupéfiants. Souvent, si une femme est impliquée dans le trafic de stupéfiants, on va la voir reliée comme subalterne, comme elle était une mule, elle était, comment ça s'appelle, quelqu'un qui garde les quantités de cocaïne ou d'autres stupéfiants pour quelqu'un d'autre, vous voyez? Oui, tout à fait. Et donc, du coup, souvent, dans les affaires, elles sont classées directement et moins mises en avant. Même quand, des fois, elles peuvent avoir pris la tête du réseau, ce qui est peut-être pas régulièrement ce qui se passe, hein, mais ce qui peut arriver. Et du coup, on va pas avoir les mêmes condamnations pénales qui vont s'abattre sur elles. Et du coup, moi, in fine, en fin de chaîne pénale, j'ai trouvé très, très peu de femmes investiguées, encore moins qui voulaient me répondre. Donc, malheureusement, sur les difficultés une fois qu'on a un passé pénal, à essayer de retrouver un travail légal, quand on est une femme, j'en sais trop peu. Il y a quelques études là-dessus, ça se développe un peu. Alors, je pourrais citer Osterman en Suède, qui a regardé un petit peu ça, une vingtaine de femmes et comment ça se passait pour elles. Je sais qu'il y a quelques spécificités qui pointent du point de vue de la désistance par rapport au fait d'avoir une grossesse. C'est un moment charnière un peu, où il va y avoir plus de tentatives d'essayer de se mettre en retrait des activités délinquantes. On va subir aussi plus de stigmatisation du point de vue de la société quand on est femme, enceinte, et qu'en plus on continuerait ou qu'on n'aurait pas arrêté les actes de délinquance, pardon. Et il va y avoir une autre spécificité, c'était quoi? Oui, c'était le rapport effectivement à toutes les administrations, toutes les institutions qui vont être parfois plus dures, un regard un peu plus sévère quand on est femme et qu'on a commis des actes de délinquance. D'accord. Et on évoque le fait de pouvoir, les difficultés de rentrer dans un emploi, on va dire, légal, la difficulté d'accessibilité et le temps aussi que ça peut prendre. Tout à fait. Pour avoir ce changement, cette transformation. Mais une fois que c'est arrivé, une fois que la personne a cet emploi, on va dire d'une qualité qui lui convient, qu'est-ce qui se passe?
Quel changement ça opère chez cette personne-là? Donc tout à fait, c'est un gros enjeu, hein. Ça, le temps nécessaire pour essayer d'augmenter son employabilité, comme on dit un petit peu dans le registre, le domaine du travail, ça peut être vu comme une barrière insurmontable. Moi, j'avais un jeune, hein, le plus jeune que j'ai renommé Mani, qui me disait, mais voilà, 1 an pour essayer. Alors, il devait lever une condamnation qui lui empêchait de passer le BAFA. Et ensuite, il aurait bien aimé travailler avec des jeunes, faire de l'animation, etc. Mais comme il y avait déjà 1 an, ne serait-ce que pour obtenir la levée de son interdiction, il me disait, mais j'ai pas le temps d'attendre. C'est la première fois que je me pose la question, ce que je ferais d'autre que du vol et du deal. Quand on me dit qu'il y en a pour 1 an pour essayer juste de lever mon interdiction, plus après du temps pour faire la formation elle-même, etc. J'ai pas le temps d'attendre. Voilà, à cette étape de son processus qu'il me disait. Ensuite, pour le cas où quand même, bah, ça a fonctionné, et il faut savoir que l'essentiel, hein, on retrouve un travail à un moment quand on commence à chercher, c'est pas facile, ça prend du temps, ça prend plus de temps, même que pour des gens qui n'ont pas eu le marquage pénal en quelque sorte, pour des gens qui ont eu aussi plus d'accès au diplôme, de la formation, etc. Mais cela arrive quand même. Beaucoup d'associations d'ailleurs existent, hein, et animent toute la politique de réinsertion dans des chantiers, notamment d'insertion, avec des sociétés qui sont volontaires pour intégrer des personnes de manière un petit peu adaptée au travail. Cela dit, qu'est-ce qui se passe quand même on y arrive? Qu'est-ce que ça change? Ça nous expose à des zones hétérogènes socialement des milieux qu'on avait l'habitude de fréquenter, en général. Là où ça prend le plus, hein, là où il y a le plus d'effet, à mon avis, sur sur le champ travail, quand on est confronté au travail, c'est lorsque ça nous met en contact avec des personnes avec qui eh bien se développe pas un esprit de corps mais de collègues, on va dire. Voilà, ça fonctionne bien. Moi, j'avais un jeune comme ça, je l'ai rappelé Garance, qui connaissait beaucoup la délinquance, qui avait beaucoup dealé, braqué pendant un temps des Monoprix parce qu'il était obligé de travailler à Monoprix pour avoir des aménagements de peine, qu'il y croyait pas du tout. Et puis, quand il a passé ces étapes-là, que là, enfin, il s'était résolu plus à sortir de la délinquance, qu'on lui avait aussi donné sa chance, hein. Il y a un donnant-donnant, il y a un don contre don. Ou quand il a eu l'impression qu'on lui a ouvert pour une première fois les portes d'un travail, en l'occurrence travailler, je vais pas faire de pub, mais pour une grande enseigne du luxe à Paris, eh bien là, les choses se sont complètement transformées. Il était l'employé du mois, tout le monde l'aimait bien, ça se passait très très bien, personne n'aurait suspecté son passé pénal, il s'y réalisait, il s'imaginait faire une carrière dans ce domaine-là, c'était ce qu'il voulait faire, s'il aurait voulu perdurer dans cet emploi, progresser, être une aide pour son équipe, ne pas être la personne marginale qui répond mal, etc. Au contraire, même, il essayait de se contenir par rapport des fois à des retours avec sa hiérarchie plus âgée, qui lui renvoyait ce que lui voyait dans le milieu de la délinquance comme des manques de respect. Mais il disait, voilà, pour le bien de ce travail, pour le bien du futur de cet emploi, je m'en fiche. Elle me dit ça, elle me parle mal. Dans mon mode de gestion des relations interpersonnelles avant, je lui aurais sauté dessus directement. Mais là, je fais profil bas, je la laisse, c'est pas grave, ça m'importe peu. Moi, la chose, c'est que mes collègues de travail m'aiment bien, je me sens bien à mon travail, j'ai envie de m'y projeter. Donc, ce regard sur l'avenir différent, cette reconnaissance des autres personnes, ce lien de solidarité qu'on développe avec une équipe aussi, tout ça, ça tranche énormément avec ce qui peut avoir cours quand on est dans la délinquance, puisque il y a une forte perception de l'individualisme, de l'autonomie qui va être mise en avant, hein, et fort et valorisable celui qui est autonome, qui n'a pas besoin des autres, qui dépend de personne. Travailler en équipe, ça va changer un petit peu ça. Il peut y avoir des formes de solidarité aussi, hein, dans la délinquance, bien sûr, au sens tu me protèges si je me fais attaquer, tu m'envoies des ressources si je suis en prison, etc. Je veux pas non plus faire comme si la délinquance était complètement étrangère à ça, mais ce sera pas sur le même mode. Et donc, le fait d'expérimenter ces nouvelles zones sociales en accédant aussi à des gens, des clients. Il y a des clients, ça va être des gens que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter. Il y en a certains qui me disaient, ils étaient un peu enfermés dans un ghetto du langage et un contexte enclavé de leur quartier. Alors que quand on va travailler, forcément, il faut se rapprocher un peu du centre, il faut aller là où il y a des bassins d'emploi. On a plus de chances d'être aussi exposé à des gens socialement divers. Manier la langue aussi, apprendre les codes, des codes très très bêtes. Dans une association avec laquelle j'ai œuvré pendant un temps, Impulsion 75, je me rappelle d'un jeune, voilà, il semblait avoir une bonne matrice pour le changement, commençait à voir autre chose, alors que fut un temps, il était attiré un peu par les illusions de la réussite dans la rue. Et quand on l'appelait, on tombait sur une grosse messagerie de rap français, on va dire. Voilà. Et donc, l'une des choses toutes bêtes, hein, mais c'est de l'infra réglementaire, hein, c'est pas, on va pas faire une formation là-dessus, mais ça fait partie des petits codes qui se diffusent via le marché de l'emploi et via une première expérience de travail. On lui a dit, bah non, tu vois, si t'as un futur employeur qui veut t'appeler, il a peut-être pas besoin de connaître ce marqueur-là de ta personnalité. Et ça veut pas dire qu'il faut le cacher, qu'il faut pas l'avoir. Continue à écouter tout ce qui te semble bon.
c'est pas un problème. Mais pour le bien d'un emploi, ouais, il faut savoir effacer ces petites zones-là, les garder pour toi. Le niveau vestimentaire aussi, ça, je me rappelle. Je vais pas citer son nom parce que j'ai son vrai prénom, je vais pas anonymiser lui, il fait pas directement partie de mon panel d'enquêtés. Mais il venait régulièrement dans une seule manière de s'habiller qu'il connaissait, on va dire, qui renvoie plus à un jeune de quartier populaire. Bon, voilà, jogging, casquette. Voilà, pour faire simple. Ça veut pas dire, hein, on peut être parisien, bobo et travailler dans la finance et être en jogging, casquette. Hein. Cela dit, au travail, en revanche, il faut savoir devenir polyglotte social, parler et manier d'autres codes. Pas oublier, hein, on peut très bien garder le jogging casquette, c'est très bien. Hein. Mais simplement, si on doit être en situation d'embauche, se montrer opérationnel, fonctionnel, répondre à des clients lorsqu'il y a un enjeu de présentation de l'entreprise, etc. Oui, il faut savoir s'habiller en costume cravate. Et j'ai revu la même personne avoir ce type comment dire, de choix vestimentaires et très très bien l'assumer et le vivre, en être même content de voir qu'il pouvait aussi bien passer, être aussi crédible dans cet accoutrement-là que dans un autre. Donc voilà toutes les petites choses auxquelles vont être exposées les personnes qui cherchent à sortir de la délinquance via un travail sous un angle où ils se réalisent positif, quand le travail est de qualité, quand ils s'imaginent perdurer dedans, qui vont changer, transformer et affermir leur sortie de délinquance. Et pour conclure, il y a aussi un élément qui va changer, c'est le rapport à l'argent, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la possibilité de gagner très vite énormément d'argent. Et lorsqu'on commence un emploi, on est plutôt dans une situation où on va gagner laborieusement ses premiers salaires. Donc ça veut dire qu'il y a un changement total aussi qui s'applique à ce niveau-là. Oui, effectivement, ça c'est concomitant avec d'autres changements. Hein. Il n'y a pas que ça, mais le travail est encore une fois un aiguillon qui peut agir là-dessus. C'est qu'on va plus avoir le même rapport j'allais dire, aux aspirations plus conventionnelles et plus lointaines de vie. C'est plus seulement être celui qui flambe, être celui qui a plein d'argent, être celui qui peut montrer qu'il a réussi, etc. Le travail, avec cet argent laborieusement gagné, réintroduit la valeur de l'effort et de l'effort nécessaire pour avoir même une somme d'argent, certes peu importante, mais plus honorable, mieux gagnée. Certains, par exemple, de certaines origines religieuses, je me disais, ça c'est de l'argent haram, c'est de l'argent qui vient du vice, qui vient de quelque chose qui est pas honnête. Ben je peux pas l'utiliser pour ma famille, par exemple. Alors même qu'ils étaient encore dans la délinquance, hein. Ils faisaient d'autres. Là, le jeune auquel je pense, en l'occurrence, trafiquait du stupéfiant. Et pour ses besoins à lui, pour avoir une vie où il prenait sa revanche, me disait-il, sur le passé, où il avait rien, où il avait accès à très très peu, il venait d'une trajectoire de migration, il avait une vie très difficile. L'argent du deal lui permettait d'avoir des beaux habits, de sortir quand il le voulait, etc. Tandis que quand il devait apporter des courses pour sa mère, par exemple, il allait, alors même qu'il était encore dans la délinquance, il allait faire des déménagements, obtenir un argent plutôt légal, plutôt honnête, pour lui donner quelques sous pour qu'elle fasse ses achats à elle. Donc on voit bien qu'il y a aussi, avec d'autres facteurs, un lien dans la manière de percevoir la richesse, en quelque sorte, de percevoir la valeur de l'argent reçu, et que lorsqu'on s'inscrit dans une trajectoire de travail plutôt valorisante, encore une fois, qui ramène un niveau de revenu minimum, etc., etc., eh bien, on lui accorde une importance différente. C'est plus le volume, c'est plutôt l'honnêteté, la dignité que l'on retire d'avoir travaillé honnêtement pour accéder à cette richesse-là. Autre exemple aussi, et ça je peux le nommer, c'est un monsieur que j'ai renommé Mario et qui a longtemps vécu du trafic de cocaïne, qui envisageait même des braquages avec certains membres de sa famille qui étaient plus engagés encore dans la délinquance. Et il me disait ouais maintenant moi ça y est, c'est fini, ça m'intéresse plus ces sommes-là, je retire plus de dignité, plus de richesse en quelque sorte, d'avoir économisé tout un mois et de me faire un petit plaisir avec ma femme. Voilà. Donc, ils voyaient plus la chose de la même manière. De l'argent rapidement, certes, un gros volume, mais obtenu par des moyens négatifs, illicites, ça l'intéressait plus. Encore un autre que j'ai renommé qui me disait, quand j'avais 20 ans, ouais, mon idéal, c'était d'avoir plein de billets dans les mains, d'être sur un yacht en Thaïlande. Je l'ai fait, j'ai vécu, j'ai vu que ça servait à rien. Maintenant, mon idéal, ce serait d'être avec mes enfants à Center Park. Voilà. Passer 30 ans, c'est ça, et je ferai tout pour distribuer ce savoir-là aux plus jeunes ou à moi-même pour les dissuader de perdurer dans cette illusion où la délinquance et ses revenus permettent d'avoir une vie idéale. In fine, les aspirations sont très conventionnelles. On voudrait avoir du temps avec sa famille, quelques petits biens pour en profiter, et c'est le travail légal qui est
la stratégie la plus sûre pour arriver à ça sur le temps long. Mais encore une fois, il y a la variable du temps qui est cruciale pour comprendre cette différence. Merci Valérien. Mais merci à vous, Denis. C'est sur ces mots que se termine notre épisode consacré à la désistance et à sa relation parfois paradoxale avec l'emploi. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à nous suivre sur Twitter, LinkedIn et Instagram et à vous rendre sur 0,org afin de découvrir nos précédents invités. Merci et à très bientôt.